Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, on va parler de la Vuelta. Alors, je sais bien que pour la Vuelta cette année, et comme l'année dernière déjà, l'année dernière, j'en avais pas du tout parlé sur la chaîne, puisque c'est souvent une période de l'année où j'ai pas le temps de regarder du cyclisme. Il s'avère que cette année, j'ai un peu plus de temps, mais il y a eu le Giro en même temps, donc compliqué de faire les deux. Et donc, on va faire des vidéos sur les éléments à retenir de chaque semaine de course. Voilà, ça va nous permettre de parler quand même de cette Vuelta, même si j'ai pas peut-être autant le temps de la regarder comme souvent. C'est un peu quand même le grand tour, c'est un peu la course majeure qu'on a souvent tendance à négliger, la Vuelta. On regarde les classiques en avril, on regarde Milan-San Remo en mars, le Tour de Lombardie, mais la Vuelta, c'est toujours un moment de creux dans le cyclisme. Il y a pas toujours une course qui donne envie, il n'y a pas toujours une starting list qui donne envie. C'est quand même le troisième des grands tours et assez largement en termes de notoriété. Pourtant, des fois, le parcours est bien, la course est parfois plus intéressante que les autres grands tours, mais c'est mon avis, j'ai toujours eu un petit peu de mal à m'y mettre à Vuelta, contrairement au Giro. Et on va faire donc les 10 éléments à retenir de cette semaine. Numéro 1, élément numéro 10. Une starting list, pas dingue. C'est l'élément à retenir. Je pense le premier élément à retenir de cette course, c'est quand on regarde la starting list, on se dit pas, tiens, on va avoir une course de grand malade. Alors certes, on a Roglic, qui avait remporté la course l'année dernière. Jumbo a emmené une grosse équipe. La Ineos a emmené également une grosse formation avec Froome, avec Carapaz également. Vous avez Dan Martin, mais il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont venues sans grand leader. Du côté des sprinters, t'enlèves Sam Bennett, bon, il y a Ackermann, il y a Moschetti, mais il y a quand même peu de grands sprinters. Et puis il y a aussi des coureurs qui n'étaient pas forcément prévus pour cette course. Vlasov par exemple est le cas numéro 1, mais il y a d'autres, Chavez par exemple, qui était sur le Giro et qui se retrouve sur cette course-là. Voilà, c'est un tour où on sent qu'on a fait avec les restes des équipes. Alors, il y avait Thibaut Pinot, mais on savait que moi je savais que Thibaut Pinot ça allait pas être incroyable. Mais il y a quand même des équipes qui sont venues sans leader. UAE, David de la Cruz, Rui Costa, c'est quand même plus incroyable. Bon, il y a Philipsen pour les sprints. Sunweb, il y a personne. Du côté de Mitchell Todd, donc ça peut aller. On va dire EF. On savait que c'était également du reste. Alors Hugh Carty s'en sort bien. Bon, CCC, pas comme s'ils avaient eu déjà une grande équipe. Lotto Soudal, il n'y a personne. NTT, il n'y a personne. Israël, t'enlèves Dan Martin, il n'y a quand même pas grand monde. Les équipes espagnoles, c'est un peu le même problème que les équipes italiennes. En Conti, c'est quand même pas incroyable. Et même la Total Direct Energy, on se demande on se demande pourquoi ils ont emmené cette équipe-là encore. Mais bon, c'est la totale. Cette année, je crois qu'il ne faut pas comprendre grand-chose à cette équipe. J'espère que les résultats seront meilleurs. Donc une starting list décevante. Les Français en galère. Les Français en grosse galère. On s'attendait peut-être à de meilleures choses que sur le Giro. Et pourtant, au final, on risque peut-être d'être déçus. AG2R qui perd 2 coureurs dès le premier jour et quand même des bons coureurs comme Alexandre Geniez et Mathias Franck. Vous avez Axel Daumont qui abandonne dès l'étape numéro 2. Du côté d'une autre équipe française, c'est la Cofidis qui a également perdu pas mal du monde avec Barcelo et Beraam qui ont abandonné dès cette première semaine. Guillaume Martin en plus qui a perdu pas mal de temps. Heureusement, il y a eu quand même la 9e place sur le sprint. Seul sprint de cette première semaine d'Emmanuel Morin, ce qui est quand même, je trouve, une satisfaction. J'aime bien ce coureur, Emmanuel Morin. Je l'avais connu dans un documentaire où il courait pour l'équipe de Bretagne. Je sais plus si c'est pas le Tour de l'Avenir. Je crois que c'est lui. Je vais vérifier quand même. Oui, c'est vers Nantes. C'est à Bretagne. C'est le comité Bretagne. Mais j'ai peut-être ce résultat-là. T'es au Tour de l'Avenir, ouais.
Vous l'avez fait, oui, une étape. Et le Tour de Bretagne aussi. Quand même pas négliger non plus le Tour de Bretagne. Mais ça reste un coureur jeune, qui est arrivé chez Cofidis en cours d'année l'année dernière, qui manque encore un petit peu de caisse. Voilà, si on devait dire, il abandonne souvent en plus, un coureur qui a quand même pas mal abandonné l'année dernière sur la plupart des courses auxquelles il a participé. Là, c'est un peu mieux, il a pris un petit peu de caisse. Il a fait un bon tour, une bonne Tropicale à Missamongo. Après, sur d'autres courses, ça a été un peu plus compliqué. Le Tour de Slovaquie aussi, où il a fait 2 top 10. Ça, c'est pas mal. Donc là, un top 10 sur la Volta, mais c'est... dans beaucoup d'équipes, c'est un peu compliqué. Même Kenny Ellison, simplement 18ème. Clément Champoussin, on attend de voir du côté de la G2R, mais il est quand même 35. Alors, c'est vrai que je pense qu'il n'était pas prévu pour prendre vraiment la tête de cette équipe tout de suite. Total Direct Energy, y a pas... Alors, ils prennent les échappées, mais il n'y a pas de résultat marquant. Je pense qu'on aurait pu faire un sprint pour Julien Simon, quand même une bonne vitesse de pointe. Mais bon, c'est un peu... Ou pour Lightheart, qui sait aussi pas mal sprinter, ou pour Lorenzo Monzin. C'est vrai qu'ils sont quand même des sprinters dans cette équipe. Et pourtant, on les a pas vraiment vus au top. C'est un peu la soupe à la grignasse. Un temps de merde. On peut le dire, depuis le début de cette Vuelta, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de kilomètres parcourus sur le sec. Pour moi, cette course arrive quand même très, très, très tardivement. Parce que novembre, on court jamais en novembre. Les coureurs qui participent à cette Vuelta, ils prennent quand même un énorme risque sur leur saison 2021. Alors, ils font peut-être le pari que la saison 2021 ne va pas commencer en janvier, mais c'est quand même une énorme prise de risque. Et c'est vrai que les conditions climatiques, alors déjà qu'on n'a pas une starting list de dingue, que les Français sont pas au top, le fait qu'il y ait un temps de merde, ça donne pas envie de s'intéresser à la course. Alors après, on va me dire, c'est le mois d'octobre, mois d'octobre-novembre, forcément, on sait qu'il va y avoir des conditions difficiles. Mais est-ce qu'on aurait quand même, si c'était pour faire partir la Vuelta lors de la dernière semaine du Giro, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre les 2 courses en parallèle? Vraiment. Ça aurait permis aux coureurs qui participaient à la Vuelta de peut-être avoir des conditions climatiques un peu moins dures. Alors je sais qu'il y avait aussi d'autres courses, les classiques et tout ça, mais normalement quand il y a la Vuelta, déjà il y a beaucoup de courses pendant la période où il y a la Vuelta en temps normal. Donc est-ce qu'on n'aurait pas pu, parce qu'il y a le Tour, la Bretagne classique, vous avez aussi les épreuves québécoises qui se déroulent pendant cette période. Donc je me dis, on aurait peut-être pu faire quand même un effort à ce moment-là de mettre la course un peu plus tôt, parce que là, les conditions climatiques vont peut-être jouer quand même un rôle hyper important. 7. L'abandon de Pinot, qui était prévisible. C'est pas comme si je l'ai dit pendant tout le Tour de France. À partir du moment où on a su que Thibaut Pinot était blessé, il fallait mieux abandonner, prendre 3 semaines de pause, 4 semaines de pause, repartir sur la Vuelta et retenter la Vuelta comme objectif, parce qu'il avait fait qu'une semaine de course. On l'a fait courir jusqu'à la fin du Tour de France, il n'y a pas eu d'amélioration, parce que quand vous avez une blessure au dos ou au genou, c'est un élément du corps qui est quand même réellement énormément sollicité pendant une course de 3 semaines. Donc forcément, ça pouvait pas bien se passer et il n'a pas récupéré. Il n'a pas eu un temps de récup entre les 2 courses suffisant. Donc il abandonne au bout de 3 jours de course sans avoir vraiment marqué la Vuelta et il a une fin de saison, une saison même, qui depuis mi-août est un petit peu en eau de boudin. Un Tour de France décevant, une Vuelta décevante, les critiques en plus, et on sait que c'est un coureur qui est énormément critiqué. Alors, là, c'est un peu le Romain Grosjean du cyclisme, Thibaut Pinot, c'est-à-dire qu'on aime bien taper dessus. Et je pense que du côté de Groupama, on aurait pu le faire de manière beaucoup plus intelligente. Alors peut-être qu'avec ma stratégie, ça n'aurait pas marché, mais avec leur stratégie à eux, on était sûr que ça ne marcherait pas. Donc voilà, entre une stratégie qui aurait pu marcher et une stratégie où on était sûr que ça ne marcherait pas, je choisis quand même la stratégie où ça peut marcher. De toute manière, sur le Tour de France, on l'a vu, mais j'étais sûr quand ils avaient annoncé la blessure qu'il n'allait pas se refaire la cerise. Il n'y a que dans très peu de cas on arrive à se refaire un cerise sur un Tour de France, un Tour de 3 semaines. Et un problème au dos, un problème au genou, c'est impensable, c'est infaisable. Et un problème à la selle également, demandez à Laurent Fignon.
Enfin voilà, c'est impossible de se refaire la cerise dans ce genre, avec ce type de blessure. Tom Dumoulin décevant. La saison de Tom Dumoulin est quand même assez mauvaise. Avec là, il n'y a plus beaucoup d'essence dans le moteur. Mais bon, il a fait l'équipier pour sur le Tour de France. Bon, c'est vrai que c'était pas mal parce que il fait quand même 7ème en faisant l'équipier. Tu te dis, derrière, les résultats vont... Il est prévu pour faire la Vuelta, qui sera au top sur la Vuelta. Aujourd'hui, il est au classement général. Tom Dumoulin, je ne sais même pas si je vais le retrouver dans un temps assez raisonnable. Il est 47ème à 32 minutes pour le classement général. C'est mort. Et bon, c'est quand même pas la meilleure saison de Tom Dumoulin. Hein. 11e du Tour de l'Ain, 7e du Dauphiné, 7e du Tour de France. 12e de Liège-Bastogne-Liège, abandon sur la Flèche Wallonne, championnat du monde 14 sur la course en ligne, 10e sur le contre-la-montre. C'est pas catastrophique, mais quand on connaît le potentiel du coureur, quand on connaît son talent, tu te dis, c'est une année foutue en l'air. C'est une année foutue en l'air. Ça aurait pu mieux se passer, quand même. Ça aurait pu mieux se passer, il aurait pu réussir à faire quelque chose de plus intéressant, et là, ça a quand même été dommageable. Donc, je m'attendais à beaucoup mieux, en fait, de Tom Dumoulin, et on s'aperçoit que cette année, c'est ce que je pensais, doubler 2 grands tours était impossible, et mon Carapaz s'en sort pour le moment, mais on verra ce que ça donnera dans la 3e semaine. 5. Gaudu, enfin leader. Est-ce que les résultats vont suivre ? C'est un grand test quand même qu'on propose à David Gaudu sur cette Vuelta. Devenir leader d'un grand tour, sur un grand tour d'une grande équipe, alors que, bon, Gaudu, sur ses résultats en tant que professionnel, ça n'a jamais été vraiment ça. Gaudu, il en manque un peu quoi, pour le coureur français. Alors, ça ne veut pas dire que pour le moment, c'est incroyable ce qu'il nous fait, David Gaudu, parce que bon, certes, il a fait une bonne dernière étape. La 6e, c'était vraiment bien. Mais il y a quand même eu des résultats un peu moyens pour David Gaudu. On attend beaucoup de lui depuis son début de carrière. Et les résultats ont rarement suivi. Le Tour de Burgos, il est assez loin. Le Tour du Limousin, il est loin. Le Tour de France, il abandonne sans avoir jamais vraiment pesé sur la course, sans avoir jamais été un leader de rechange potentiel. Sur la Vuelta, pour le moment, on a des doutes. Il est quand même déjà à 2 minutes 40, je crois, au général. Gaudu. On a du mal à comprendre ce que lui trouvent certains coureurs. On nous dit depuis toujours, c'est l'un des meilleurs jeunes, c'est l'un des meilleurs... Oui, j'aimerais bien... certes, il a remporté le Tour de l'Avenir, mais depuis sa victoire au Tour de l'Avenir, il n'y a eu aucun bon résultat, quasiment. À part l'UAE Tour. Il y a une 5e place sur le Tour de Romandie, mais avec un... Il n'y avait pas énormément de monde. 13e l'année dernière du Tour de France, mais on attend mieux d'un coureur comme David Gaudu. C'est quand même... Normalement, c'est un coureur qui doit nous montrer de meilleures choses. L'année où il remporte le Tour de l'Avenir, vous avez Goggenhardt. Voilà, il y a quand même des mecs qui sont bien meilleurs que lui. Bien entendu, on m'a pas mis de général. Mais il finit devant des mecs comme Goggenhardt, comme Adrien Costa, comme Egan Bernal, comme Jane Lay, comme Harm Van Hoek, Sivakov, Toluk également derrière lui, Nelson Poles, Nance Peters était derrière, Martinez aussi, Charman, Kanna, Vlasov même. Et comme Ravazzi, les résultats derrière ne suivent pas. Alors surprenant, on attend de voir, mais c'est vrai que là c'est un vrai test, parce que s'il ne réussit pas sur cette Vuelta, Gaudu, ça risque d'être un peu compliqué pour la suite de sa carrière ensuite en tant que leader dans un grand tour. Dan Martin, c'est peut-être le grand retour de Dan Martin.
Très bonne première semaine de Dan Martin. Très bon résultat, bien en place. Une étape 6 un peu plus difficile, mais bon, c'était quand même pas une étape évidente pour Dan Martin. Les résultats pour le moment sont plutôt excellents pour Dan Martin. Il fait plutôt des très très belles choses. Le coureur irlandais, malgré une saison où on a vu pas un très grand Tour de France, mais la forme est arrivée plus tard au final. Mais c'est vrai qu'on avait vu déjà sur la Flèche Wallonne, j'avais noté une belle 5e place du coureur irlandais. Mais on attendait de voir un peu mieux quand même. Lui qui avait plutôt fait un bon mois de février, 4e de la Vuelta de la Comunità de Valenciana, aussi de la Volta de l'Algarve. C'était peut-être prévu qu'il double déjà les 2 grandes courses. Mais là, je trouve que c'est vrai que sur cette Vuelta, pour le moment, il y a une victoire, il y a 2 podiums sur les 3 premières étapes. Alors après, ça a été un peu plus difficile sur l'étape numéro 6. Mais bon, pour le moment, Dan Martin, il est bien au-delà de mes espérances. Très clairement. Je m'attendais à un potentiel top 10. Pour le moment, il est quand même bien dans le top 5. Et, contrairement aux autres, lui, il a fait un Tour de France un peu en dedans, donc il s'est peut-être pas donné autant que d'autres coureurs, comme Carapaz. Mais on en reviendra. Froome. Que dire de Chris Froome? J'avais dit quoi, moi, quand il a changé d'équipe chez Israël? J'avais dit, c'est pas une mauvaise chose pour Ineos. Bah ça confirme, c'est pas de mauvaise chose pour Ineos. Froome, il a eu une grosse blessure. Je vais le répéter parce que j'ai eu les fans de Froome qui m'avaient mis des messages sous ma vidéo qui avaient dit grosso modo je n'y connaissais rien. Froome, il a eu une énorme blessure à 35 ans. Fracture du bassin. Il y a eu un pneumothorax, il y a eu également des blessures au niveau de l'épaule. C'est une blessure, on a déjà du mal à s'en remettre à 24 ou 25. Autant te dire que 10 ans plus tard, c'est encore plus compliqué. Et c'est tout le problème de Chris Froome aujourd'hui. C'est qu'il a une énorme blessure. Et derrière, on lui a mis une énorme pression. Il y a toute la structure Ineos qui est une énorme pression. Et surtout, il est à un âge, à 35 ans, où pour un coureur de grand tour, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et puis peut-être que sa forme de course ne correspond plus à ce qu'on fait depuis le début de saison aussi. Mais Froome cette année, c'est quand même, pour moi, c'est une demi-surprise de le voir à ce niveau-là. Je m'attendais pas à ce qu'il soit incroyable. Là, c'est pas top. Mais bon, Israël, ils doivent regretter leur choix et le fait d'avoir voulu le recruter aussitôt parce que on recrute sur le nom. Mais est-ce que Froome l'année prochaine, ça sera mieux en performance? Est-ce qu'il sera capable de faire un top 10 sur un grand tour? Moi, j'ai des gros doutes là-dessus. Carapaz, très fort, Carapaz. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il tiendra en 3e semaine. Parce qu'il a quand même été fort sur le Tour de France. Il devait pas faire le Tour de France au départ. Il était plutôt parti pour faire le Giro. On a changé les plans plusieurs fois chez Ineos quand on a vu la performance de Geraint Thomas et de Chris Froome. On a changé les plans. Geraint Thomas est allé sur le Giro. Ils ont un peu échangé leur place en fait avec Geraint Thomas. Il a fait un Tour de France, une très bonne dernière semaine de Tour de France, il faut le dire, c'était l'un des plus forts. Malgré derrière, il n'y a pas eu le maillot à poids. Il repart sur la Vuelta, en ayant fait quand même pas mal de courses entre. Donc la question maintenant qu'on peut se poser, on a vu qu'il était très fort, c'est est-ce qu'il va tenir dans le temps? Et ça, pour le moment, j'ai des interrogations là-dessus, parce qu'on est quand même sur une course, mois de novembre, pas habitué aussi à rouler au mois de novembre Carapaz. Pas forcément le coureur qui faisait le plus de courses en fin de saison, donc voilà, ça va être une grande question. Est-ce qu'il est capable de tenir encore 12 étapes? C'est pas vraiment 3 semaines. Bah, pas sûr. Sam Bennett, meilleur sprinter. C'est l'un des meilleurs sprinters de la saison, Sam Bennett. Il y en a 3. Si on doit retenir la saison, il y en a 3 à retenir. Il y a Ackermann, même si sur les grands tours, Ackermann, pour l'instant, c'est pas top. Il y a Sam Bennett, il y a Arnaud Démare. Mais c'est surtout Sam Bennett et Arnaud Démare cette année. Depuis le mois d'août, enfin sur toute la saison, les deux ont été assez incroyables sur leur manière de courir. Sam Bennett sur le Tour de France, maillot vert, il bat Sagan. Arnaud Démare, pareil, battre Sagan sur un maillot à classement à points, c'est pas simple. 4 victoires pour Arnaud Démare. Là aussi, Sam Bennett, il y en a plusieurs sur les grands tours.
Très fort, très fort. Puis il a une équipe autour de lui qui l'emmène extrêmement bien. Ça aussi, c'est un avantage. Mais réussir à faire ça malgré un Tour de France où battre Peter Sagan aurait pu un petit peu le déconcentrer sur le reste de la saison, je dis c'est solide. Et la manière dont il gagne le sprint, en plus, c'est très solide parce qu'il n'est vraiment pas le mieux emmené. Vous regardez son sprint, c'est vraiment pas le mieux emmené. Pourtant, il arrive à s'en sortir en reprenant la roue de Philipsen. Et ça, quand on arrive à faire ça, c'est qu'on a vraiment de très très bonnes jambes. Et avoir de très très bonnes jambes malgré le nombre de courses qu'il a fait, chapeau bonhomme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc il y aura un débrief pareil pour la semaine numéro 2. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.